Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en septembre 1713. Vous voyez que Louis XIV va mourir dans 2 ans. Mais enfin, ça, il ne le sait pas encore. Et notre nouvel ambassadeur en Hollande, il vient d'arriver à La Haye. Il s'appelle Monsieur de Châteauneuf. Monsieur de Châteauneuf est entouré de ceux qu'on appelle ses pages. En fait, ce ne sont pas des pages. Ce sont des premiers et seconds secrétaires d'ambassade. Mais comme ils sont très jeunes, on s'amuse en les appelant les pages. Et parmi eux est arrivé quelques semaines avant l'ambassadeur en personne, un certain Voltaire. Je cite Rinette Madinier dans un article d'Historia qui nous dit « Parmi tous ces pages, parmi ces jeunes coqs fringants arborant à leur toquet les plumets bleus et blancs de l'ambassade de France, se pouvait remarquer la silhouette particulièrement délurée d'un nouveau filleul du marquis de Châteauneuf, celle du jeune François-Marie Arouet, notre futur Voltaire. » Et oui, il est là, Voltaire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là en Hollande en 1713 ? Eh bien, sa famille ne veut plus de lui. Son père, ancien notaire au Châtelet, qui est devenu trésorier de la Chambre des comptes, donc maître Arouet, un monsieur très comme il faut, est excédé par les fantaisies de ce gamin absolument incontrôlable. Et il en avait tellement assez qu'il l'a envoyé à 19 ans, donc, dans les bagages de l'ambassadeur de France, qui se trouve être un de ses amis. Et le voilà, le rejeton insupportable, parti donc pour la Hollande. Il est arrivé, lui, dès le mois de juillet de 1713, et il est arrivé suivi de son fidèle valet, qui est d'origine normande et qui s'appelle Lefebvre. Lefebvre est un peu le Sganarelle de ce Don Juan en herbe. Alors, dans un premier temps, évidemment, Arouet a commencé par visiter Amsterdam, il a trouvé tout ça très beau, et puis il a visité Haarlem, et puis il est allé à La Haye, il vit à La Haye maintenant, et il voit la beauté de ces riches demeures bourgeoises telles que la Hollande, telles que les Provinces-Unies, comme je devrais dire, savent à l'époque en proposer. Et puis surtout, il a traîné dans les rues, il a traîné le long des canaux à la recherche d'une aventure galante, bien entendu. Le problème, c'est qu'on est à La Haye, là. On n'est pas à Paris du tout. Et que les Hollandaises sont connues pour leur froideur, pour leur vertu farouche. Ah, ce ne sont pas les petites Françaises et les petites Parisiennes qu'on bascule facilement. Justement, le jeune Arouet se dit qu'il peut peut-être se reporter vers les Françaises. Il y a beaucoup de familles huguenotes qui, depuis la révocation de l'édit de Nantes, sont venues s'installer en Hollande, et donc il va essayer de fréquenter d'un peu plus près ces Françaises exilées. Et un jour qu'il se promène sur le Plain, c'est la promenade à la mode, il découvre une jeune beauté qui se cache plus ou moins sous son fichu. On voit quand même de belles boucles brunes dépassées du fichu, et puis elle a une démarche, elle a l'air magnifique, cette jeune fille. Et évidemment, Don Juan demande à Sganarelle, Arouet demande à Lefebvre de se renseigner, et il est doué, Lefebvre, et il va très bientôt copiner avec une dénommée Lisbeth, qui n'est autre que la servante de la jeune fille. On est vraiment dans une comédie de l'époque, on se croirait chez Marivaux. Donc, le valet de François va faire connaissance avec la servante de celle qui s'appelle Olympe, mais que sa famille appelle Pimpette. Oui, c'est un peu spécial, Pimpette. Olympe Dunoyer est la fille de Madame Dunoyer, qui tient une petite feuille, comme on dit, c'est-à-dire une gazette intitulée, vous allez voir comme c'est modeste, « La quintessence des nouvelles historiques, critiques, politiques, morales et galantes ». Avec un programme pareil, la dame en question est absolument impossible. Elle rédige des pamphlets terribles contre la France, contre Louis XIV, contre sa méchante mégère de Maintenon, contre l'édit de Nantes, bien entendu. Elle est bien sûr dans le viseur, si vous me passez l'expression, de l'ambassadeur de France qui la tient en lisière, et qui très vite se dit qu'après tout, puisque François Arouet s'est introduit dans l'intimité de cette famille du Noyer, il pourrait peut-être servir de lien entre l'ambassade de France et cette gazette tellement impossible. La vérité, c'est que le jeune Arouet ne s'intéresse, lui, qu'à la jeune Pimpette. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Madame Dunoyer abrite un serpent, elle nourrit un serpent dans son sein, comme on disait à l'époque. Ah oui, elle est terrible, hein, cette Madame Dunoyer. Elle est d'abord d'une laideur repoussante et puis elle est d'une dureté de caractère incroyable. C'est elle qui écrit tous ses pamphlets dans sa petite gazette et elle aime bien ce jeune homme fringant, drôle comme tout, qui a tout l'esprit parisien et qui ne dédaigne pas parfois de critiquer lui aussi le régime de Louis XIV et qui s'appelle donc ce François Arouet. C'est ça, oui. Oh, il a l'air charmant et puis il s'entend tellement bien avec sa petite fille chérie. Non mais si elle savait qu'Olympe a de toute autre visée, quant au jeune homme, je ne vous dis même pas. Ils s'échangent, les deux jeunes gens, des billets enflammés par l'intermédiaire toujours du valet et de la servante de théâtre, là, vous savez. Mademoiselle Dunoyer n'a que 21 ans, elle est magnifique, elle a été la maîtresse, il faut vous dire, elle n'est pas tout à fait vierge, non, elle a été la maîtresse de Jean Cavalier. Vous voyez qui était Jean Cavalier? C'était ce patron, ce chef des Camisards, qui, au moment de la grande révolte des Cévennes, avait emmené les troupes protestantes contre celles de Louis XIV. En 1704, Cavalier avait fini par échouer à La Haye, après des négociations terribles avec le maréchal de Villars. Et là, eh bien, il avait rencontré la petite Pimpette et il lui avait promis, par écrit s'il vous plaît, d'épouser la jeune fille. Eh oui, sauf que la maman s'est montrée plus entreprenante encore que sa fille, et alors autant il était prêt à convoler avec Mademoiselle Dunoyer, Cavalier, autant la veuve Dunoyer ne l'intéressait pas du tout. Il est donc parti, il a pris la poudre d'escampette et il a planté là toute la famille, ce qui fait que Pimpette s'est retrouvée un petit peu, j'allais dire, le bec dans l'eau, avec toujours le même charme, toujours la même grâce qui a tellement magnétisé le jeune François-Marie Arouet. Durant tout le début de l'hiver 1713, Mademoiselle Dunoyer va faire une consommation de souliers, de mules et de savates absolument invraisemblable. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que son cordonnier a la bonne idée de tenir boutique juste en dessous de l'ambassade de France. Donc c'est un moyen pour elle de se rapprocher des bureaux où sévit un certain François-Marie, bien entendu. Et alors lui-même passe son temps à faire mesurer ses pieds et à essayer de nouvelles bottes et de nouvelles chaussures. Décidément, on passe beaucoup de temps dans l'arrière-boutique de ce cordonnier qui, dûment payé par le valet et par la servante, a pris l'habitude de fermer les yeux. Ça va durer comme ça pendant un petit moment, cette affaire, et puis au bout de 2 mois, Madame Dunoyer trouve que les notes de cordonnier commencent à devenir un peu importantes. Elle se rend à l'ambassade de France et elle découvre le poteau rose, bien entendu, magistral fessé qu'elle inflige à Mademoiselle Dunoyer, qui maintenant est enfermée dans sa chambre, et le jeune Arouet, me direz-vous, oh, il est au désespoir. Il est au désespoir. Ah, il envoie un billet à sa belle en lui disant « Ah, si seulement je pouvais arroser de larmes vos belles mains !» Semble-t-il, il n'aurait rien de mieux à faire. J'ai l'impression que c'est un autre remède qu'attendait Mademoiselle Dunoyer. Toujours est-il que, petit à petit, les amoureux vont rentrer en connivence, grâce toujours à leurs intermédiaires, hein, vous savez. L'ambassadeur, quand même, a été prévenu par Madame Dunoyer et il a mis Monsieur Arouet aux arrêts, dans un premier temps, hein, parce qu'il lui a promis que si jamais il devait recommencer, il reprendrait immédiatement le chemin de la France. Arouet se dit qu'il pourrait peut-être de nuit essayer de se sauver par la fenêtre de sa chambre, oui, sauf qu'elle est au 3e étage de l'hôtel de l'ambassade, c'est quand même un peu haut, 3 étages. Comment pourrait-il faire? Mais il se dit qu'après tout, s'il se faisait renvoyer à Paris par l'ambassadeur, il pourrait peut-être faire venir à Paris cette demoiselle Dunoyer, dont il se trouve que l'un des oncles, justement, est parisien et est bon catholique. Et oui, voilà, c'est ça l'idée. On va dire que la petite Pimpette va se convertir au catholicisme et comme ça, on la récupérera à Paris et on pourra l'épouser. Vous voyez un peu tous les plans qu'échafaude le jeune François-Marie. Entre parenthèses, on amuserait tous les fidèles du vieux Voltaire et tous ceux qui savent ce que l'Église catholique lui reprochait en sachant que tout ce qu'il a eu l'idée de faire avec Pimpette, c'est d'en faire une bonne catholique. Bref, Monsieur Lefebvre, valet de son état, se transforme en faiseur de tabatières et il se présente dans la maison Dunoyer pour vendre officiellement ses tabatières. Il en glisse une discrètement à Pimpette. Dans la tabatière, il y a un billet de François-Marie, bien entendu, et le lendemain, il vient représenter de nouveau des tabatières. Décidément, Madame Dunoyer ne se méfie pas. Elle n'est pas d'un naturel méfiant, cette brave dame. Enfin, je dis brave, vous avez compris ce qu'il faut en penser. Toujours est-il que
petit à petit, l'expédition est montée et que l'on va voir Arouet organiser la fuite de celle qu'il aime. Enfin, je vous ai vu, charmant objet que j'aime, lui écrit-il, en cavalier déguisé dans ce jour. J'ai cru voir Vénus elle-même sous la figure de l'amour. Mais de quel cavalier parle-t-il ? Eh bien, il faut vous dire qu'elle a eu cette idée de se travestir en jeune homme, cette jeune fille, pour venir jusque sous le nez de monsieur de Châteauneuf braver les bureaux de l'ambassade de France. Dieu veuille, dit François-Marie, que notre monstre aux cent yeux ne soit pas instruit. Le monstre aux cent yeux, vous avez bien compris que c'est Madame Dunoyer, bien entendu, qui évidemment va être mise au courant. Cette fois, elle avertit l'ambassadeur, cette fois c'en est trop, vous avez un prédateur parmi vos pages, monsieur l'ambassadeur. Et que fait monsieur de Châteauneuf ? Il n'a pas le choix, il renvoie le jeune Voltaire à Paris. Vous écoutez Radio Classique. Cette histoire avec Pimpette, avec Olympe Dunoyer, a été un peu résumée dans notre affaire, mais je vous raconte tout, moi. Et je vous raconte notamment le départ de François-Marie qui s'en va, qui s'arrache littéralement de La Haye en ce matin du 17 décembre 1713. Il a envoyé un billet à son adorable Olympe. « Adieu, adieu, mon adorable, mon adoré », lui dit-il, et elle lui écrit en réponse « Fais ce que tu pourras pour que je te voie ce soir. Tu n'auras qu'à descendre dans la boutique du cordonnier et je te réponds que tu n'auras rien à craindre, car notre faiseuse de quintessence te croit déjà à moitié chemin de Paris. » La faiseuse de quintessence, c'est sa mère, puisque vous savez que le titre de la Gazette, c'est la quintessence. Et voilà les amoureux qui une dernière fois se caressent et s'aiment dans cette arrière-boutique de cordonnier le long du petit poil qui leur tient chaud. Lefebvre avait obtenu l'autorisation d'accompagner son jeune maître jusqu'à Rotterdam, mais à partir de Rotterdam, il doit le laisser entre les mains d'une espèce de chaperon qu'a désigné l'ambassadeur de France pour renvoyer monsieur Arouet jusqu'à Paris. « Adieu, canot, canard, canaille », écrira le jeune Arouet qui ne peut pas s'empêcher de faire des bons mots toute sa vie. Il est en train de perdre quand même ce qu'il pense être le grand amour de sa vie. Et quand il rentre au domicile paternel, c'est pire que s'il était condamné à mort, sauf qu'il apprend que son père, maître Arouet, a obtenu d'un ministre une lettre de cachet pour l'envoyer à la Bastille. Ah oui, non, ça plaisante pas quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de cette histoire ? Eh bien, le jeune François va promettre à son père qu'il se fera notaire. Oui, il va entrer dans l'étude de maître Alain, 6 rue Pavé Saint-Bernard, pas très loin des degrés de la place Maubert, et sous le nom de chevalier de Saint-Fort, eh bien, il va essayer néanmoins d'entrer en communication avec celle dont il a laissé à Paris, à La Haye, le cœur, dont il a laissé aussi le corps, disons-le. Ils communiquent l'un avec l'autre sous des noms d'emprunt. Les valets de comédie continuent leur office et ils réussissent d'une façon assez éblouissante, il faut bien le dire. Et alors, les lettres qu'ils s'envoient sont pleines de déclarations à la vie, à la mort. Pimpette ne va pas tarder néanmoins à se lasser de ses amours purement épistolaires et platoniques. C'est le moment que choisit Madame Dunoyer pour étaler dans ses lettres historiques et galantes la liaison qu'a eue son fils avec le jeune Arouet. Aïe, aïe, aïe. Et comme tout cela, évidemment, est beaucoup lu à Paris, vous imaginez, ça n'aide pas. La fille, pendant ce temps-là, elle est entrée en relation avec un certain monsieur Guyot de Merville, et ce Merville est un des rivaux de Voltaire, non seulement au théâtre, car lui-même écrit des pièces, mais dans le lit de Pimpette qui, entre nous, a assez vite oublié notre François-Marie Arouet. Madame Dunoyer trouve quelqu'un pour essayer d'épouser sa fille. Là, il est vraiment grand temps. Elle a bien compris que bientôt, plus personne ne voudra d'elle. Et elle va trouver le nigaud. Vous savez, on trouve toujours le pigeon de service en la personne d'un monsieur von Winterfeld, propriétaire d'un grand château en forêt noire, qui est complètement benêt, qui n'a pas compris que Pimpette avait déjà un petit peu de plomb dans l'aile, et qui va gentiment l'épouser. Sauf que monsieur von Winterfeld se révèle d'un caractère épouvantable et que bientôt, il met sa propre belle-mère au pas. C'est lui qui maintenant fait régner l'ordre dans la maison Dunoyer. Madame Dunoyer est tellement offusquée, tellement choquée de cette vilainie, de cette méchanceté de ce mauvais gendre, qu'elle finit par en mourir. Quant à Winterfeld, il finit par disparaître lui aussi. Et Pimpette, enfin libre, va pouvoir partir maintenant
pour Paris. On est quand même arrivé là en 1719, on est en pleine Régence. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce n'est plus Arouet que Pimpette retrouve à Paris, c'est Voltaire, car il a pris ce nom maintenant. Il est devenu un jeune auteur à succès, les représentations de son Oedipe l'ont rendu célèbre, il vit dans une espèce de tourbillon de mondanité, il passe beaucoup de temps notamment chez la duchesse du Maine. On est, je vous l'ai dit, en pleine Régence, et ce régime de la Régence convient formidablement bien à ce jeune Voltaire. Voltaire qui, pour autant, n'oubliera jamais Pimpette. Il n'oubliera jamais sa belle Olympe du Noyer. La preuve, c'est qu'en 1736, on a de sa main un billet qui est signé Voltaire, qui est envoyé depuis Cirey, le château de Cirey où il vit maintenant avec Émilie du Châtelet, vous savez. Le billet date de septembre 1736 et voilà ce qu'il dit. Il écrit à son trésorier, Faites-moi l'emplette d'une petite table qui puisse servir à la fois d'écran et d'écritoire et envoyez-la de ma part chez Madame de Winterfeld, rue Plâtrière. Eh oui, ça prouve qu'en 1736, voyez, bien longtemps après, Voltaire est toujours, sinon amoureux de la belle Olympe, en tout cas en lien avec elle. Est-ce que tous deux relisent les anciens billets qu'il s'adressait du temps de La Haye en 1713, ces billets où il se disait « Je t'adore, je te jure que mon amour durera au moins autant que ma vie » et l'autre qui répondait « Je vous jure une constance absolument éternelle ». Vous écoutez Radio Classique.